Rebonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire qu'on va animer avec Sébastien sur l'intitulé donc à quoi sert la fonction RH dans l'entreprise. On va parler aussi des effets de seuil et des obligations liées aux effets de seuil. Donc moi je suis Mathieu Larvol, je suis responsable du département conseil et formation chez Actiforce, qui est la filiale du conseiller en ressources humaines, spécialisé en conseil en ressources humaines du groupe Orcom. 18 ans que je travaille dans le domaine des ressources humaines, un métier passion. Et ensemble avec Sébastien, nous allons explorer l'importance de la fonction RH dans les TPE et les PME et discuter des obligations légales liées au seuil d'effectifs. Sébastien, je te passe. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, j'appelle Sébastien Colliou. Donc, je suis juriste en droit social donc, au sein de Orcom Paris et de Orcom La Défense donc, depuis un peu plus d'1 an maintenant. Donc, j'exerce ce métier pour ma part depuis environ 3 ans. Pour présenter rapidement le groupe Orcom, donc, il est composé, donc, comme l'a dit Mathieu, donc, d'Actiforce, mais aussi d'autres entités, donc, comme par exemple le cabinet d'avocats Orva. Également, on a le cabinet international H3P. Et aussi d'autres entités comme Stratorial ou financières fonds privés. Pour notre part, sur le site de Paris, on est environ 70 à 80 personnes à travailler dans les locaux. Et c'est pareil pour la défense, donc on est environ 70 à 80 sans compter les comptables, les juristes, encore l'air de pays. Et Actiforce, donc c'est un cabinet de conseil en ressources humaines qui existe depuis 1989. Une quarantaine de consultants sur le Grand Ouest de la France, avec une capacité à pouvoir accompagner les entreprises et les collaborateurs tout au long de la vie de l'entreprise. Donc du recrutement avec une équipe composée d'une quinzaine de personnes. La partie accompagnement des carrières, des transitions, c'est tout ce qui est accompagnement des carrières individuelles. Donc on va faire du bilan de compétences, on fait de la VAE, on fait de l'outplacement individuel et collectif, donc c'est l'accompagnement vers le retour à l'emploi. Et en ce qui me concerne, je pilote les deux activités, audit, conseil, coaching et formation. Formation, avant tout formation spécialisée dans le management, l'efficacité professionnelle et la communication. Et sur audit, conseil et coaching, donc conseil en ressources humaines, auprès principalement des TPE et des PME, sur toutes les problématiques d'accompagnement RH, organisation, managériale, accompagnement sur des problématiques de recrutement, de fidélisation, d'intégration, de gestion des compétences, etc. Donc, très riche, très diversifié, où on accompagne essentiellement sur la professionnalisation de la fonction RH. Et on a aussi un volet paye chez Actiforce, puisque la partie paye, administration du personnel juridique fait partie de la fonction RH et est clairement intégrée. Donc la présence d'Orcom et Actiforce, c'est, comme je disais, principalement Grand Ouest, Centre Val-de-Loire historiquement, et s'implante alors en Bretagne, Pays de la Loire, où moi je suis présent sur Quimper. Ça descend dans le sud aussi jusqu'à Agen, ça va en Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, depuis peu dans le Nord-Pas-de-Calais, sur la région de Grenoble, et enfin à l'international, puisqu'on est présent à Londres, aux États-Unis et en Asie. Voilà, donc c'est un développement qui se fait de manière assez large. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, la fonction RH, en fait, effectivement, dès qu'on a un salarié, la fonction RH est exercée. Et moi, je suis un passionné par mon métier, et l'intime conviction, c'est que structurer la fonction RH, c'est pas une option. Pour moi, c'est quelque chose de nécessaire, parce que dès qu'on embauche un premier salarié, on doit répondre à des obligations et légales, Sébastien va en parler, et des questions aussi organisationnelles. Mais au-delà de ça, la conviction qui nous anime, c'est convaincu que plus une gestion RH sera bien construite et plus elle sera bien menée, plus ce sera un levier de croissance pour l'entreprise et de sécurisation. Par ailleurs, ça c'est un élément qui est important, et c'est un constat qu'on fait dans nos accompagnements auprès de nos clients. Plus une entreprise est petite, plus chaque emploi va compter. Et c'est vrai que, je parle du recrutement, mais dans une société où il y a 50, 200, 300 personnes, voilà, vous faites une erreur de recrutement, ça va avoir un impact négatif, ça peut peser, mais aussi ça peut passer potentiellement inaperçu. Par contre, dans une PME ou une TPE surtout, qui va compter 2 ou 3 salariés, une erreur peut rapidement impacter l'activité, ralentir la productivité, générer des tensions, et surtout, pour l'avoir déjà connu, vécu, ça peut mettre à mal la pérennité de l'entreprise. Voilà. Et pourtant, ces structures, elles ont souvent peu de ressources et d'expertise RH en interne. Et quelque part, c'est tout à fait normal. Voilà, souvent, les dirigeants sont concentrés sur leur cœur d'activité. Et donc, notre enjeu, c'est d'accompagner ces structures pour leur permettre de structurer la fonction RH et leur gestion RH avec les bons outils, les bonnes pratiques, et d'offrir un cadre de travail qui soit sécurisé. Et c'est vrai que le constat qu'on peut faire en introduction, c'est qu'une entreprise qui anticipe ses besoins, souvent va réduire son turnover,
fidéliser ses collaborateurs, réduire comment dire, son taux d'absentéisme, générer de l'engagement, et puis aussi se mettre en conformité avec la réglementation en toute sécurité. Et donc l'objectif, s'il est clair, c'est de faire en sorte que la gestion RH soit un véritable atout stratégique au service du développement de la performance de l'entreprise. Et maintenant, parce que la fonction RH elle est très diversifiée, quelles sont les missions clés de la fonction RH? Comme l'a expliqué Mathieu juste avant, la fonction RH, c'est une multitude d'obligations dans l'entreprise dès l'embauche du premier salarié. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a plusieurs sujets. Évidemment, en premier lieu, il faut évidemment rédiger le contrat de travail qu'on va signer avec le salarié. Donc ce contrat il va devoir respecter évidemment des obligations légales, mais aussi des dispositions conventionnelles à respecter selon la convention collective applicable dans l'entreprise, puisque par exemple, on sait tous que le SMIC est le salaire minimum en France, et souvent dans les conventions collectives, on va avoir des rémunérations qui vont être échelonnées en fonction de la nature du poste du salarié, de sa qualification, notamment ses diplômes par exemple, mais aussi de son expérience professionnelle qu'il a pu avoir par le passé. Également, on a une obligation qui est souvent omise lorsqu'on embauche des salariés, c'est de vérifier les obligations pour un salarié étranger, puisque si le salarié est de nationalité de l'Union européenne, donc là on n'a pas d'obligation particulière puisque il a les mêmes droits qu'un salarié français. Mais si c'est un salarié non européen, on va devoir notamment vérifier s'il a un titre de séjour qui l'autorise à travailler en France, ou bien si c'est pas le cas, on va devoir procéder à une demande d'autorisation de travail auprès de l'administration. Voilà, c'est un point de vigilance auquel il faut faire attention. Également, ensuite, on a des formalités administratives, la déclaration préalable à l'embauche qu'on a effectuée quelques jours avant l'embauche du salarié, donc auprès de l'URSSAF. On a également adhéré à différents organismes, donc je pense notamment à la mutuelle et à la prévoyance d'entreprise, qui sont obligatoires en fonction des cas. Il faudra aussi s'affilier par exemple au régime général de la sécurité sociale ou encore auprès de l'assurance chômage. Une autre obligation qu'on a en embauchant au moins un salarié, c'est l'obligation d'assurer un suivi médical. Puisque en premier, il y a évidemment la visite médicale d'embauche, mais il y a aussi beaucoup de visites régulières au cours de la carrière du salarié qu'il faut suivre, donc notamment visite médicale en cas de retour de maladie longue durée. Voilà, il y a pas mal de visites médicales au cours de la carrière du salarié auquel il faut faire attention. Il faut aussi établir la fiche d'entreprise auprès de la médecine du travail. Également au-delà du suivi médical, on a aussi un certain nombre de documents obligatoires à mettre en place. Je pense notamment aux affichages obligatoires, qui sont obligatoires même si on a un seul salarié. On a aussi le registre du personnel qu'on va mettre en place, même aussi à partir du premier salarié. Également, je pensais aussi au document unique d'évaluation des risques, qui est très souvent oublié des sociétés, ou bien même si elle est mise en place, il peut parfois être bâclé. Mais c'est vraiment un document qui est important puisque il peut être demandé en cas de contrôle des autorités ou bien en cas d'accident de travail d'un salarié, donc il peut aussi être demandé. C'est important de le mettre en place et d'être assez pointilleux sur son contenu. Et enfin, comme l'a dit Mathieu, il y a évidemment l'établissement de la paye du salarié ou des salariés, qui est quelque chose de très important. Et je rebondis avec sur le DURP dans les accompagnements dans les entreprises qu'on peut être amené à accompagner aux organisations. C'est un document qui est très souvent manquant. Et de plus en plus, soit l'inspection du travail, lorsqu'il y a des actions du travail, comme disait Sébastien, peut être amené à les solliciter. Et il y a un décret qui est aussi en cours de préparation où les entreprises devront avoir l'obligation de venir déposer sur une plateforme. Alors, c'est pas encore totalement acté, mais c'est dans les tuyaux, le document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc, on a vu toutes les missions en fait liées partie juridique et administrative. Et la fonction RH, c'est aussi plein d'autres missions autour du développement RH, stratégie et ressources humaines. La première d'entre elles, première mission de la fonction RH sur ces parties-là, c'est l'intégration du salarié. Donc, c'est travailler sur le recrutement et l'intégration des collaborateurs. Un recrutement réussi, ça passe déjà par une bonne définition des besoins. Voilà, de quoi j'ai besoin pour mon entreprise. De travailler aussi sur sa marque employeur. C'est-à-dire que pour pouvoir aussi, dans un monde aujourd'hui où le recrutement est compliqué, où on voit quand même que le taux de chômage, même s'il augmente un petit peu 2024-2025, mais structurellement, de par la démographie, il va y avoir une baisse du nombre d'actifs sur le marché de l'emploi. On va avoir possiblement une baisse du nombre de chômeurs, ou en tout cas, sur certains métiers avec des compétences qui évoluent très vite, un différentiel entre
les entreprises qui veulent recruter des profils spécifiques et les personnes qui seront disponibles en face. Et donc, il y a un besoin aussi d'être attractif, de travailler sur son attractivité et de travailler sur sa marque employeur. Après, il faut pouvoir diffuser les offres, faire des processus de recrutement qui soient attractifs, de pouvoir parler de son entreprise, de son organisation de manière à être le plus transparent, le plus sincère, mais aussi attractif. Et puis derrière aussi, parce que souvent, c'est souvent une erreur qu'on voit, le recrutement ne s'arrête pas une fois que la promesse d'embauche ou le contrat de travail a été signé. Non, le recrutement, il se poursuit dans la phase d'intégration, ce qu'on appelle la phase de onboarding. Et donc, voilà, comment on va structurer cette phase d'intégration qui peut durer 3, 6, 9, 12, 24 mois, selon les cycles de vie de l'entreprise et selon les métiers. Mais c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est vrai que dans les études qu'on peut lire, moi, je suis sorti d'études en 2007, les chiffres sont assez cohérents depuis maintenant 15 ans. C'est-à-dire qu'on voit qu'un coût d'un recrutement raté selon les postes, ça va osciller entre 30 et 150 000 euros. Ça paraît extrêmement élevé. Donc, il y a tout ce qui va être les coûts directs et indirects, le coût du recrutement, le salaire, le temps passé à accompagner la personne dans sa phase d'intégration, le coût du remplacement et ce qui coûte en général le plus cher, c'est tous les coûts cachés. C'est-à-dire que ça va être l'insatisfaction, la perte de qualité, des clients mécontents, potentiellement des personnes qui se retrouvent en surcharge de travail parce que la personne qui a été embauchée va partir et le temps du remplacement, le travail repose sur d'autres, ce qui peut générer aussi des arrêts de travail derrière. Donc en fait, voilà, il y aura des impacts qui peuvent être potentiellement extrêmement importants sur un recrutement raté. C'est pour ça qu'il est extrêmement important d'avoir une politique de recrutement et d'intégration qui soit de qualité et les services RH sont là pour ça. Tout ce qui est formation professionnelle et développement des compétences, ça rentre dans le champ des ressources humaines. Donc, c'est accompagner sur la construction d'un plan de développement des compétences. Et c'est vrai que dans un monde qui va encore de toujours plus vite, où il faut pouvoir adapter les compétences aux besoins des marchés, aux besoins des attentes des équipes, des clients, de l'environnement en règle générale, et il faut être capable de pouvoir adapter les compétences, aussi faire un peu de prospective pour pouvoir adapter ces compétences aux besoins de demain, à 1 an, 2 ans, 3 ans. Et avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui est là depuis 1 an et demi, qui commence à impacter énormément pas mal de métiers. Et encore, j'en suis convaincu, ce n'est que le début. Alors, à titre personnel, je le pratique depuis 1 an et demi de manière assidue et je vois toutes les évolutions que ça amène dans nos métiers, dans les ressources humaines, mais pas que. Ça veut dire aussi que les métiers vont encore évoluer de plus en plus rapidement et donc il faut pouvoir intégrer tout ça dans le plan de développement des compétences des collaborateurs. C'est le rôle des RH d'accompagner ces compétences. Tout ce qui est aussi gestion de la performance et des carrières, l'idée, c'est d'assurer une motivation des employés et une fidélisation. On parle des entretiens annuels, des plans de progression interne, mais l'idée, en fait, et c'est aussi les constats de départ, c'est qu'il y a de trop nombreuses entreprises qui ne font pas d'entretien annuel ou sinon, c'est fait de manière bâclée de telle sorte que c'est dit, voilà, c'est bon, c'est fait, on a coché la case. L'entretien annuel, d'ailleurs, quelque part, n'est pas obligatoire, à l'inverse d'ailleurs de l'entretien professionnel qui, lui, je le rappelle, est obligatoire tous les 2 ans. Mais les entretiens annuels, pour moi, sont bien plus qu'une simple formalité. L'idée, c'est de pouvoir valoriser ses collaborateurs, de prendre un temps où on va se consacrer, on va se poser pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, vraiment un temps qu'on va pouvoir accorder sur quelles sont les motivations, quelles sont les attentes des collaborateurs, mais aussi de pouvoir aligner les objectifs individuels de chacun des membres de votre équipe aux objectifs de l'entreprise. L'idée, c'est que les deux aillent ensemble et aillent de pair. Donc, c'est vraiment ce moment-là, on arrive à apprendre à se poser. Et puis, c'est vrai qu'une entreprise qui mène ses entretiens de qualité, généralement, fidélise mieux ses talents, développe leurs compétences et permet d'améliorer la performance globale de l'entreprise. Donc, c'est un investissement clé pour le management. Et moi, en tout cas, chez ActiveForce, on le recommande de manière très forte. Ça va dans la foulée sur la gestion des talents, mais donc l'identification des potentiels internes, comment est-ce qu'on les fait évoluer, comment est-ce qu'aussi on s'intéresse à leurs attentes et à leurs envies pour pouvoir les garder, les faire évoluer en interne dans son entreprise. L'accompagnement du changement, j'en ai parlé un petit peu déjà en parlant de la formation professionnelle, mais c'est comment est-ce qu'on va accompagner les entreprises et les organisations pour tous ces changements qui sont de plus en plus fréquents, de plus en plus récurrents. Là, moi, je me souviens quand j'ai commencé ma carrière dans une organisation où il y avait des personnes qui avaient fait 40 ans dans le même poste et dans la même entreprise, dans le même poste. Aujourd'hui, c'est de plus en plus rare et ça va disparaître parce que les métiers changent, les envies, les attentes des collaborateurs évoluent. Donc, le rôle des RH, c'est d'accompagner ces changements. Et quand on dit accompagner le changement, il y a aussi accompagner les résistances au changement parce que, en règle générale, quand il y a du changement, il y a des résistances qui vont avec. Et donc, il faut pouvoir tenir compte de ces résistances, comment est-ce qu'on peut les accompagner. Et je reviens très rapidement sur l'intelligence artificielle, et c'est pour ça qu'on fait le point sur les TPE et les PME, c'est que c'est une étude qui est très récente, qui montre que dans les grands groupes,
les grosses structures de plus de 1000, 5000 salariés, l'intelligence artificielle est déjà bien implantée. On est autour de 40-45% de collaborateurs qui s'en sont appropriés parce qu'ils ont été accompagnés, parce qu'il y a eu des formations, parce qu'il y a eu des groupes de travail qui ont été mis en place. Par contre, dans les TPE-PME, à l'inverse, c'est très, très peu développé. Et en tout cas, c'est corroboré par les accompagnements qu'on peut faire auprès des différentes entreprises qu'on accompagne. Et c'est vrai que ça fait partie des travaux, des missions qu'on a aujourd'hui, c'est d'accompagner le déploiement de l'IA dans les TPE et les PME. Et puis, ça va lier avec la digitalisation des processus RH, avec des outils pour pouvoir automatiser, simplifier, sécuriser. C'est vrai que quand on parle de paye, ça fait partie des objectifs qui sont extrêmement importants. Comment est-ce qu'on peut sécuriser les éléments pour garantir pour l'entreprise une paye qui soit conforme. Voilà. Donc, passons maintenant sur les risques en cas de gestion RH non structurée. Oui, donc effectivement, c'est peut-être un sujet un petit moins amusant donc, pour les RH au quotidien. C'est celui c'est les risques en fait que peuvent entraîner une gestion RH qui va être mal organisée ou mal structurée. Donc, parce qu'il faut savoir que nous, en tant que juriste en droit social, on constate très souvent, pour pas dire systématiquement, mais on constate très souvent en effet des erreurs juridiques ou de droit, donc lorsqu'on a fait des documents qui sont, on va dire, entre guillemets, faits maison par le client. Quand c'est notamment une personne qui n'a pas forcément la qualification ou les connaissances en droit requises, donc qui s'occupe de la gestion RH. Et ce, même si la personne en question qui a fait preuve de toute la meilleure volonté du monde pour bien faire ses documents. Donc on constate beaucoup d'erreurs, que ce soit donc dans la rédaction des contrats de travail, ou bien aussi beaucoup d'erreurs dans les procédures de rupture de contrat, que ce soit les procédures de licenciement, de rupture conventionnelle ou de période d'essai par exemple. Donc souvent ça va être des erreurs qui concernent les délais à respecter, les motifs à respecter concernant ces ruptures, ou bien encore les indemnités à verser. Je peux vous donner plusieurs exemples. Donc, le premier exemple, c'est ce qui concerne les contrats de travail. Par exemple, donc, souvent, sont envoyés des contrats de travail à temps partiel faits par les clients. Il faut savoir que dans un contrat de travail à temps partiel, donc, il faut indiquer la durée hebdomadaire ou mensuelle donc, effectuée par le salarié et aussi la répartition des horaires. Donc, c'est-à-dire, par exemple, il travaille 3 heures le lundi, 4 heures le mardi, donc, etc. Donc, ça, c'est des éléments qui doivent absolument être écrits dans le contrat de travail. Et donc, c'est souvent des éléments qui sont oubliés dans ces contrats. Et donc, les conséquences du manque de ces informations au sein du contrat, c'est que la conséquence peut être que le contrat va être qualifié en contrat de travail à temps plein. Et donc, en cas de litige prud'homme avec le salarié, il va falloir l'indemniser à hauteur d'un temps plein. Donc, en fait, il y a la différence entre sa durée de travail inscrite à temps partiel et un temps complet. Par exemple, s'il travaille 20 heures par semaine, donc il va falloir lui donner la différence qu'il aurait perçue s'il travaille 35 heures par semaine. Donc, voilà, donc ça peut coûter assez cher donc pour ce genre d'erreur, uniquement pour avoir oublié une information. Donc voilà, c'est un premier exemple. Aussi, concernant les contrats de travail, on voit souvent des erreurs concernant les recours au CDD, parce qu'il y a beaucoup d'employeurs qui ignorent le fait que les CDD, ça reste en fait une exception au CDI. En fait, ça ne va pas être un recours systématique. On peut s'en servir que dans certains cas particuliers, donc par exemple l'accroissement d'activité ou le remplacement d'un salarié absent, ou encore plus rarement les usages. Mais bon voilà, si on n'a pas un motif précis, donc le risque, c'est que le CDD soit qualifié en CDI et donc qu'on doive verser les indemnités aux salariés pour lesquels le CDD aurait pris fin, si jamais il se retourne contre vous suite à son CDD, si admettons il n'a pas continué en CDI. Un deuxième exemple que je peux vous donner, donc ça concerne les procédures de licenciement. Donc, par exemple, on a souvent des clients qui font des licenciements de leur côté pour faute simple, donc avec l'exécution d'un préavis, par exemple, de 1 mois en règle générale. Sauf qu'il y a beaucoup de clients qui ne sont pas au courant que dans le cadre d'un licenciement pour faute simple, là, on a une indemnité de licenciement à verser donc à la fin du contrat. Donc ça, ils se rendent compte quand on va faire le solde de tout compte et donc finalement, c'est un coût qu'ils ne savaient pas forcément anticiper. Donc voilà, c'est généralement une mauvaise surprise pour eux. On a aussi beaucoup d'erreurs, donc j'en parlais pour les ruptures de période d'essai des salariés. On constate souvent des erreurs dans les dates de renouvellement de la période d'essai si jamais la période d'essai a été renouvelée. On a aussi des erreurs concernant les délais de prévenance à respecter, puisque avant de mettre fin à la période d'essai, on a souvent un délai à respecter avant la fin de la période d'essai pour informer le salarié. La conséquence, juridiquement parlant, de ces manquements,
ça va être qu'en réalité, juridiquement, le salarié, il est plus en période d'essai et il est en CDI. Donc, en fait, la rupture de la période d'essai va s'apparenter à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, puisqu'en fait, le salarié n'était plus en période d'essai et ne pouvait pas la rompre. Et donc, voilà, il y aura des indemnités afférentes à verser concernant le licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'on n'aurait pas à verser si on s'était assuré des bons délais dans la période d'essai. Donc un autre exemple qui concerne les ruptures de contrat, donc c'est les ruptures conventionnelles. Donc là aussi, on constate très souvent des erreurs dans les délais à respecter, ou encore dans le montant des indemnités minimales à verser également, ou bien encore aussi des erreurs sur les formulaires qui sont transmis à l'administration, puisque maintenant, depuis quelques années, donc, le formulaire de rupture conventionnelle doit être transmis directement donc, sur un site dédié. Et la conséquence, donc il y a une erreur dans les délais ou encore sur le formulaire, c'est qu'il faut recommencer toute la procédure parce que la rupture conventionnelle peut être refusée d'homologation par l'administration. Et donc, ça peut poser des troubles pour l'employeur et pour le salarié parce que chacun aura anticipé la rupture. Donc, peut-être que le salarié aura déjà trouvé un autre emploi, que l'employeur aura déjà trouvé quelqu'un pour le remplacer. Donc, s'il faut recommencer toute la procédure qui dure environ un mois et demi, donc c'est embêtant pour tout le monde. Donc, par exemple, j'avais un exemple récent. C'était un client qui avait scanné le formulaire CERFA donc, au moment de le transmettre. Sauf que, au lieu de le scanner en recto verso, il a scanné seulement en recto. Et donc, on n'avait pas le verso de la page. Et donc, sans s'en apercevoir, il a transmis seulement la première page. Et donc, l'administration a refusé la rupture conventionnelle. Ils ont dû donc recommencer toute la procédure. Donc, c'est assez embêtant pour tout le monde. Voilà, on a aussi souvent la mention de la date qui est oubliée donc, au moment de la signature. Et ça, pareil, c'est juste pour la simple indication de la date. On peut avoir la rupture conventionnelle qui est refusée. Voilà. Donc, Mathieu, je crois que tu avais aussi un petit exemple à nous donner concernant la rupture Oui, conventionnelle. dans mon passé de DRH, j'ai eu un cas de figure où une rupture conventionnelle où on avait bien signé les 3 exemplaires. Par contre, on n'avait pas tracé le fait que la salariée avait eu un exemplaire signé. Donc, c'est une rupture qui s'apparentait de manière sans contentieux aucun. Et en fait, l'ancienne salariée nous a attaqué au prud'homme en disant, écoutez, moi, j'ai pas eu mon formulaire, CERFA. Donc, c'est un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Voilà. Donc, on a dû faire une transaction. Donc, c'est fait partie des expériences voilà, qu'on vit une fois. Mais les fois d'après, on fait extrêmement attention à bien tracer le fait que le formulaire a bien été remis. Donc, voilà, c'était pour l'exemple sur la rupture de contrat. Et donc, pour vous donner un dernier exemple, c'est qu'on constate aussi en tant que GIE, il y a très souvent des oublis ou des erreurs en cas d'embauche de salariés étrangers, donc comme je vous disais tout à l'heure. Donc après, le souci, c'est que le fait d'embaucher un salarié qui n'est pas autorisé à travailler, donc c'est constitutif de travail dissimulé. Et donc les sanctions peuvent être assez lourdes, donc notamment en cas de contrôle des autorités, donc comme de l'inspection du travail. Donc c'est vraiment un point auquel il faut vraiment faire attention quand on embauche un salarié étranger. Et donc vous l'aurez compris, les conséquences d'une gestion RH mal structurée, donc ça va être un risque de contentieux des salariés donc au prud'homme, donc on va potentiellement avoir des indemnités supplémentaires à payer. Et aussi, on a des risques de sanctions en cas de contrôle des instances administratives, donc, notamment l'URSSAF ou l'inspection du travail. Alors, je continue et juste parce que j'avais oublié d'en parler au lancement de ce webinaire, c'est que vous avez la possibilité de poser des questions, donc n'hésitez pas. Ils apparaîtront à l'écran, enfin, en tout cas, je les aurai à l'écran et on y répondra à la fin de ce webinaire. Alors, sur la partie RH aussi, les risques, on voit les difficultés de recrutement. Donc, il y a différentes études qui sortent et donc on voit qu'en 2024, 57,4% des recrutements sont jugés difficiles par les entreprises. Ce taux diminue un petit peu sur 2024-2025 parce que voilà, l'économie est un peu plus chancelante, mais c'est vrai que structurellement, en tout cas, les études montrent que le taux de chômage devrait être amené à baisser. Donc, les recrutements vont rester difficiles. Donc, il faut encore une fois pouvoir travailler sur la structuration de ces process de recrutement pour travailler sur son attractivité, ce que j'ai dit tout à l'heure. Autre phénomène qui est constaté, c'est la diminution de l'engagement des salariés. C'est pas un phénomène qui est né du Covid. Voilà, c'est ce qu'on peut entendre souvent, en tout cas, les remarques, c'est le Covid a accéléré un process qui était déjà dans les tuyaux. En 2010, quand on prend la même étude, 32% des salariés français se déclaraient engagés dans leur travail. En 2024, ce chiffre est descendu à 26%. Et donc, il y a un vrai travail des entreprises sur comment est-ce qu'on va travailler sur l'engagement des salariés. L'engagement des salariés, c'est travailler aussi sur
la question du sens, la question du management, de la question de l'organisation du travail. Et donc, on voit, enfin, en tout cas, c'est les constats, hein, plus il y aura une réflexion sur quel mode de management, quelle organisation, quelle structuration, quel sens je vais donner au travail, plus on va avoir des salariés qui vont être engagés, plus on va avoir aussi une productivité, une performance, une satisfaction des clients. En général, tout est assez lié. Par contre, le corollaire, c'est-à-dire que si on a justement un faible engagement, souvent le faible engagement va entraîner le turnover. Et le turnover, ou l'absentéisme d'ailleurs, mais le turnover, l'impact, il est important en termes de coûts, en termes de baisse de qualité, en termes de problématiques à gérer pour les dirigeants, les chefs d'entreprise. Et il faut aussi prendre du temps pour consacrer à faire le remplacement des salariés qui partent. Et ce temps-là, ce n'est pas du temps qu'on va t'amener à consacrer au développement de l'activité de son entreprise. Voilà. Et puis derrière, il y a aussi une conséquence juridique. Puisque Sébastien, je te laisse prendre la parole pour. Oui, comme l'avocat Mathieu, donc plus on a un turnover élevé, plus on va avoir une rotation d'effectifs élevée. Donc, ça va un peu fragiliser juridiquement les obligations qui concernent les seuils d'effectifs, et donc de toutes les obligations qui découlent de ces seuils, puisque si plus on a de turnover et donc plus on a un effectif qui bouge, donc plus c'est compliqué de s'y retrouver. Maintenant, je vais faire une rapide présentation des effets de seuil qui concernent la fonction RH. Donc, il faut savoir que ces effets de franchissement de seuil vont avoir un impact sur la marge de l'entreprise, puisque le franchissement de ces seuils va faire apparaître ou disparaître certaines obligations en fonction de l'évolution de l'effectif. Donc, de manière générale, il y a 3 seuils qui intéressent principalement les TPE et PME. Donc, ça va être le seuil de 11 salariés, le seuil de 20 salariés et le seuil de 50 salariés. Et après, je ne vais pas vous faire une liste exhaustive de toutes les conséquences et des obligations qui découlent des franchissements de seuil, parce qu'elles sont relativement nombreuses, que ce soit en matière de droit du travail ou en matière de cotisation sociale, par exemple. Mais je vous ai fait un résumé que vous pouvez voir à l'écran sur les principales obligations qui, selon moi, en droit du travail, doivent particulièrement attirer l'attention de la gestion des ressources humaines au quotidien. Donc voilà, sans faire de liste exhaustive, donc on a surtout la mise en place des représentants du personnel, donc le CSE, le comité social et économique. On a aussi l'obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur, donc qui est une obligation nouvelle depuis cette année. On a également l'obligation d'emploi d'handicapés, les obligations qui concernent l'égalité hommes-femmes également. Aussi la mise en place d'un dispositif de participation aux résultats avec les salariés. Donc il y a beaucoup d'obligations. Je ne vais pas toutes vous les citer. Mais donc voilà, vous avez une rapide liste à l'écran, qui selon moi est la plus l'obligation principale en droit du travail. Et on vous enverra vous aurez accès au support à l'issue du PowerPoint, à l'issue du webinaire, excusez-moi. Donc il faut également savoir qu'il y a 2 modes de décompte différents, donc ce qui n'arrange pas les choses au niveau des décomptes. Premièrement, il y a le décompte de l'effectif au sens du code de la sécurité sociale. Donc ça concerne la plupart des obligations en réalité. Donc en fait, ça va être l'effectif mensuel moyen calculé sur 5 ans. Voilà pour expliquer rapidement. Donc c'est-à-dire que la plupart des obligations vont naître à partir du moment où le seuil en question, donc 11 salariés, 20 salariés, 50 salariés, va être franchi pendant 5 ans sans interruption. Donc voilà, c'est ce qu'il faut avoir en tête. Et donc on a un deuxième mode de décompte qui concerne plutôt les élections des représentants du personnel. Donc c'est le décompte au sens du code du travail. Donc ce qui est différent, parce que dans ce cas de figure, je vous montrerai après quelques exemples. Et en fait, l'effectif va être calculé chaque mois sur une période de 12 mois consécutifs. Et donc c'est à l'issue de ces 12 mois, si le seuil est franchi, sur 12 mois consécutifs, que l'obligation qui concerne les représentants du personnel va apparaître. Donc là, je vais vous montrer rapidement quelques exemples. Donc là, par exemple, sur ce schéma, donc là, ça concerne le seuil au sens de la sécurité sociale. Donc là, on voit que de 2017 à 2021, donc pendant 5 années d'affilée, le seuil de 50 salariés a été franchi. Donc, ce qui va faire qu'à partir de 2022, la société en question va avoir certaines obligations afférentes au seuil de 50 salariés, donc lui incomber. On voit ensuite qu'en 2023, il repasse en dessous du seuil de 50 salariés. Donc là, il faut savoir que dans ce cas de figure, on n'a pas besoin d'attendre 5 ans consécutifs pour que les obligations disparaissent. Donc, il suffit que le seuil redescende en dessous de 50 pendant seulement une année. Et donc, les obligations
qui découlaient de ce seuil de 50 ne sont plus applicables. Et donc, il faut savoir que pour que les obligations soient de nouveau contraignantes pour l'employeur, il faudra que le seuil soit de nouveau franchi pendant 5 années d'affilée pour que ces obligations incombent à l'employeur. Donc, voilà, je vais vous montrer aussi, par exemple, là, dans ce cas de figure, toujours sur le seuil de 50 salariés. Donc, on voit que là, par exemple, cette société, elle franchit régulièrement le seuil de 50 salariés, mais jamais pendant 5 années d'affilée. Donc, en fait, la conséquence, ça va être que même s'ils dépassent régulièrement les 50 salariés, tant qu'ils ne dépassent pas pendant 5 années consécutives, ils n'auront pas les obligations, les obligations découlant du seuil de 50 salariés qui vont s'appliquer. Ensuite, donc là, pour un décompte au sens du Code du travail, donc là, on voit que donc cette société, au début 2024, elle avait moins de 11 salariés chaque mois. Elle a eu une période, donc à partir du mois de juillet, où elle a embauché plus de salariés, donc elle a eu 16 salariés, et sur une période de 10 mois consécutifs. Donc on a eu plus de 11 salariés en moyenne chaque mois, mais à partir du 11e mois, on est redescendu en dessous du seuil de 11 salariés. Donc ça va faire que malgré le fait qu'on était une bonne partie de l'année au-dessus du seuil de 11 salariés, on n'aura pas, en tout cas pas pour l'instant, cette société n'aura pas pour l'instant l'obligation de mettre en place le CSE puisque on n'aura pas eu 12 mois consécutifs avec plus de 11 salariés au sein de la société. Donc voilà, c'est pour vous donner quelques images des franchissements de seuil. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à la fin sur ce franchissement, mais c'est pour donner des petits exemples. J'espère qu'ils auront été un peu parlants. Alors, on a parlé des risques d'avoir une gestion RH non structurée. Donc, forcément, à contrario, quand on a une gestion RH bien structurée, il y a quand même beaucoup d'atouts, beaucoup d'avantages. Une des premières qu'on peut identifier, c'est l'amélioration de la performance organisationnelle. C'est un constat, vous l'avez peut-être dans vos structures, dans vos entreprises, associations, collectivités ou autres. Quand l'organisation n'est pas claire, quand le qui fait quoi n'est pas clair, quand on ne sait pas qui est responsable de quoi, etc., ce qu'on trouve assez fréquemment, ça perd en termes de fluidité, ça perd en termes d'efficacité. Ça peut être amené à créer des tensions, à créer de la désorganisation. Et donc, c'est là où la fonction RH intervient aussi pour mettre en place la bonne organisation qui va être en lien avec la fonction managériale et autres, de pouvoir travailler sur les fiches de poste avec qui fait quoi, qui est responsable de quoi, pour amener derrière de la fluidité et une bonne performance au sein des organisations. On a aussi ce qu'on appelle l'optimisation de la gestion des talents. Donc, c'est de pouvoir travailler justement sur la question du management, de l'organisation du travail, la question des valeurs de l'entreprise. Mais c'est ça que ça permet aussi de pouvoir réduire et le turnover, renforcer la compétitivité, l'attractivité. On parle souvent de difficultés de recrutement, mais une des choses qui favorise le recrutement, c'est souvent les collaborateurs en place qui sont souvent les meilleurs ambassadeurs. Mais pour qu'ils soient ambassadeurs, il faut qu'ils aient envie aussi d'être ambassadeurs. Donc, comment on crée les conditions justement que ces collaborateurs deviennent ces ambassadeurs? Comment on fait en sorte qu'ils aient envie d'aller mettre une note, par exemple, sur Indeed ou sur Google, parce que de plus en plus de recrutements passent par là. C'était une enquête de 2023-2024 de l'APEC pour les cadres. 89% des cadres aujourd'hui vont regarder les avis des entreprises avant de postuler. Voilà, parce qu'ils ont le choix entre différentes structures par rapport à un poste. Et donc, ils vont aller regarder, les entreprises qui sont potentiellement les mieux notées, un peu comme on pourrait le faire pour aller sur un restaurant, sur un hôtel. Voilà, pour l'employeur, c'est un peu la même chose. Au-delà de ça, on a aussi sur cette optimisation, c'est pour le dirigeant, c'est aussi du confort. Parce que souvent, en tout cas, c'est quelque chose que j'entends très souvent, le plus compliqué, c'est le social. C'est la phrase un peu type de la part de dirigeants. Et donc, quand on est dans une organisation qui vit bien, c'est aussi une diminution de la charge mentale des dirigeants, une amélioration aussi de son bien-être, et surtout derrière de pouvoir qu'il puisse se concentrer sur sa charge, sur son cœur de métier, là où il est le plus performant, là où il apporte sa valeur ajoutée. Par exemple, ça paraît surtout de se concentrer sur la sécurisation juridique de l'entreprise. Donc, on parlait juste avant donc, des effets de seuil. Donc, comme vous avez compris, ça peut vite être compliqué de s'y retrouver au niveau de quel franchissement de seuil on a dépassé ou pas. Donc, je prends souvent l'exemple du CSE parce que c'est pour moi un des exemples les plus parlants, les plus importants. Donc, le fait
Donc le fait d'avoir une gestion RH bien structurée, ça permet d'éviter les manquements donc, relatifs à la mise en place du CSE par exemple. Donc, parce que certes, le CSE, c'est un outil donc, de discussion avec les salariés en premier lieu. Il faut aussi savoir qu'en cas de manquement de mise en place du CSE, il y a des conséquences ça peut être assez embêtant parce que parfois on va se retrouver bloqué. Je vous ai pris deux exemples qui sont pour moi les plus parlants. Donc, vraiment, c'est en cas de licenciement pour inaptitude. Donc, c'est-à-dire si jamais vous avez un salarié qui est déclaré inapte par le médecin du travail, donc il faut engager une procédure de licenciement pour inaptitude. Et dans certains cas, on peut être tenu de consulter le CSE. Donc, ça peut être une obligation s'il y a un reclassement qui doit être recherché. Et donc, si on n'a pas respecté les modalités de mise en place du CSE, donc dans ce cas-là, le CSE n'existe pas ou bien on n'a pas non plus de PV de carence. Et donc, en fait, on va se retrouver bloqué puisqu'on est quand même obligé de licencier son salarié pour inaptitude, mais d'un autre côté, la procédure de licenciement n'aura pas été respectée. Donc, en fait, on se retrouve dans une zone où on est un risque juridique puisque voilà, on n'est pas à l'abri que ultérieurement le salarié conteste son licenciement pour vice de procédure et que donc on soit amené à devoir lui verser des indemnités plutôt sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc c'est des indemnités plus élevées qu'un aptitude. Donc voilà, c'est des coûts supplémentaires pour l'entreprise. Le deuxième exemple que je voulais vous exposer, c'est donc celui en cas de licenciement collectif pour motif économique. Là, on est un peu dans le même cas de figure. On doit consulter le CSE au cours de la procédure. Et donc, si on n'a pas respecté les obligations relatives à la mise en place du CSE, ça fait que la procédure va être irrégulière et elle va être refusée par l'administration, puisque c'est une procédure pour soumettre à l'administration. Donc, là, si on va se retrouver dans une zone où on est bloqué, et où il y a des risques financiers qui vont être plus élevés que ceux qu'ils auraient été si on avait mis en place le CSE, ou bien même si on a personne qui se présente au CSE, on est quand même dans le respect de l'obligation puisqu'on a un PV de carence, mais c'est ce qui atteste qu'on a fait le nécessaire de notre côté, du côté employeur, pour mettre en place le CSE. Donc, voilà, c'était deux exemples sur les manquements possibles en cas de CSE. Donc voilà, c'est le fait d'avoir une gestion RH bien structurée. Et donc si vis-à-vis des franchissements de seuil, on est attentif, ça évite ce type de désagrément. Dans les autres atouts d'une gestion RH bien structurée, donc c'est le renforcement de l'engagement des employés. Alors là, ça fait écho, moi, ce pourquoi je fais ce métier-là depuis 18 ans et passionné. La conviction qui est la mienne, c'est convaincu qu'une personne sera épanouie, puis elle sera heureuse au travail, puis elle y sera performante. Par contre, la contrepartie de ça, c'est que l'épanouissement au travail ne se décrète pas. Voilà, il suffit pas juste de vouloir pour que ça se mette en place, il faut créer les conditions pour que ça puisse se mettre en place. Et ça vient avant tout aussi des salariés en disant, voilà, déjà que chacun soit au clair avec son projet professionnel, ce qu'il a envie de faire, etc. Mais c'est si déjà au moment du recrutement, on va t'amener à recruter des personnes qui vont être en phase avec ce que l'entreprise peut proposer et peut apporter, on a déjà plus de chances d'avoir des personnes qui vont être motivées parce qu'elles vont faire un travail ou des missions qui vont correspondre à leurs attentes et leurs besoins. Et donc voilà. Et après, donc, on crée les conditions managériales en termes d'épanouissement et autres. Mais donc, une personne motivée sera, de mon point de vue, en tout cas, beaucoup plus productive, fidèle à l'entreprise. Il y aura aussi moins de turnover. Parce que derrière tout ça, c'est aussi de pouvoir réduire l'absentéisme qui a des impacts massifs en termes de coûts, en termes de dégradation du climat social. Il faut pouvoir gérer des remplacements. Et c'est un constat qu'on fait aussi avec les équipes d'Actiforce, mais c'est une évolution plus sociétale. Mais la question des risques psychosociaux et du harcèlement devient de plus en plus fréquente et on est de plus en plus sollicité justement sur ces questions-là. Alors, le harcèlement est peut-être, en tout cas, c'est une analyse personnelle liée au phénomène MeToo qui arrive au niveau de l'entreprise, finalement, où les comportements qui étaient acceptés ou tolérés par le passé ne le sont plus aujourd'hui et qui ressortent, avec parfois les excès liés à ces notions de harcèlement qui sont employées à tort et à travers. Mais en tout cas, voilà, donc de pouvoir travailler sur ces questions de prévention des risques psychosociaux et du harcèlement. Alors, sous deux aspects, hein. Soit on va d'abord dans la prévention, donc mettre en place pas mal d'actions ou de la formation pour la prévention. On peut aller aussi, et malheureusement, ça c'est quand les risques sont avérés, qu'on a une crise au sein des entreprises, on intervient nous pour faire des enquêtes et derrière ramener dans des situations, on va dire, plus apaisées. Mais c'est vrai que souvent les deux indicateurs qui sont préalables à ces risques psychosociaux et de harcèlement, c'est l'absentéisme qui augmente ou le turnover qui va être amené à augmenter. Et aussi, une gestion RH bien structurée, c'est de pouvoir accompagner les entreprises sur l'adaptation aux transformations et défis du marché. J'ai parlé de l'IA tout à l'heure, je pourrais encore en parler.
Mais encore une fois, les marchés, les compétences doivent évoluer de plus en plus rapidement. Et il faut pouvoir avoir, alors c'est le mot à la mode aujourd'hui, c'est une notion d'agilité, mais en tout cas de pouvoir s'adapter rapidement et d'accompagner les collaborateurs à évoluer, parce que voilà, on voit bien qu'il y a certaines personnes qui peuvent évoluer très facilement, et puis d'autres pour qui c'est plus compliqué, parce que parfois on peut arriver à une limite, soit parce qu'on peut arriver à une forme d'usure, de changement, soit parce que c'est pas le bon moment. Et pour autant, l'entreprise, elle a besoin d'évoluer. Donc, comment est-ce qu'on accompagne et permettre à tout le monde au sein des organisations de pouvoir évoluer et de pouvoir avancer collectivement. Et c'est vrai aujourd'hui, pour une TPE-PME qui n'a pas forcément les moyens d'avoir une ou des personnes en RH dédiées dans l'entreprise, une des solutions, ça peut être l'externalisation de la fonction RH. Alors, l'externalisation dans les TPE-PME, la première qu'on voit très fréquemment, ça va être la paye. Voilà, vous faites appel à un cabinet comptable, évidemment, je pense à Orcom, voilà, mais ça fait partie des premières externalisations qu'on va trouver, c'est de la fonction RH, ça va être la paye. Et derrière, souvent, on va retrouver aussi la partie juridique en droit social. Et donc là, c'est des équipes de Sébastien qui sont amenées à intervenir pour ça. Mais vous avez aussi d'autres solutions pour les autres fonctions RH qu'on a pu voir au cours de ce webinaire, où vous pouvez avoir des RH qui peuvent intervenir sur du temps partagé, par exemple sur 1 ou 3 jours par semaine, qui amène aussi de la flexibilité. Ça évite d'avoir embauché quelqu'un à temps plein, ce qui donc le coût est moins élevé. Il y a beaucoup plus de souplesse dans l'organisation. Vous avez aussi une expertise immédiate pour des personnes qui peuvent être amenées à intervenir. Alors, les thématiques d'intervention peuvent être diverses et variées. En tout cas, si je prends nos exemples, on a pu intervenir sur la structuration de la gestion administrative, de pouvoir faire le lien notamment avec un cabinet comptable sans faire la paie en direct. Mettre en place un SIRH, un système d'information ressources humaines, accompagner sur la mise en place du CSE et faire vivre le CSE, accompagner sur le plan de développement des compétences, mettre en place des entretiens annuels. Voilà, donc il y a plein de solutions, plein de choses qu'on peut être amené à mettre, et on va rester en général, parce que quand on met en place cette fonction RH externalisée, 3, 6, 12 mois. Ça peut être aussi parfois un préalable à la création d'un poste en ressources humaines dans les entreprises. Mais ça permet aussi, un des gros avantages, de permettre aux dirigeants de pouvoir se concentrer sur son cœur de métier. Et le gros atout, c'est vraiment que quand on est amené à intervenir sur cette fonction externalisation RH, on fait vraiment du sur-mesure par rapport aux besoins de l'entreprise et de l'organisation. Je te laisse la main, Sébastien, peut-être pour aller sur… Compléter ce que disait Mathieu. Donc évidemment, externaliser la fonction RH, donc ça permet une vigilance accrue donc, sur les obligations légales. Donc, parce que comme vous l'avez peut-être constaté avec les précédents slides, comme je disais tout à l'heure, ça peut vite être compliqué de s'y retrouver en RH, donc, notamment donc, concernant les franchissements de seuil, surtout s'il y a un certain turnover au sein de la société, ce qui est de plus en plus fréquent. Et donc, comme j'en ai parlé, donc il peut y avoir certaines conséquences assez néfastes si on rate le wagon pour certains franchissements de seuil ou même pour tout autre type d'actes juridiques. Et donc le fait d'externaliser la fonction RH, donc ça paraît être une sécurité juridique maximale à ce niveau-là, que ce soit au niveau des gestionnaires de paye ou des juristes en droit social. Parce que par exemple, on parlait tout à l'heure des seuils. Donc, nous, notre service paye. Donc, on a des logiciels qui sont faits pour calculer les seuils et les restant de seuils. Donc, voilà, ça évite tout un de calcul parce que des fois, les calculs peuvent être un petit peu compliqués et farfelus selon qu'on a des salariés à temps partiel, des CDD, des intérimaires, ça peut être assez compliqué de s'y retrouver. Voilà, le fait de faire appel à des experts, donc ça permet aussi d'être sécurisé au maximum. Donc, en ce qui concerne tout ce qu'on a parlé, tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure, donc les contrats de travail, les procédures de rupture de contrat, mais également ça peut être aussi le fait de faire appel à un expert, ça permet de s'assurer du respect du droit du travail tout au long de la relation de travail avec ses salariés, en dehors du moment de l'embauche et de la sortie du salarié de la société. Donc voilà, ça peut être par exemple tout ce qui est droit disciplinaire, sans forcément parler de licenciement. Ça peut être aussi la mise en place de certaines primes, ça peut être aussi également la mise en place de certains accords d'entreprise donc, qui vont être vraiment propres à l'entreprise en elle-même. Et donc c'est également possible de faire appel donc, à nous, juristes en droit social. Donc par exemple, si vous avez juste besoin d'un conseil en droit social, donc, on peut aussi faire appel à nous de manière assez ponctuelle.
juste pour avoir du conseil, donc sans forcément établir de documents juridiques derrière. Ça fait aussi partie de notre métier de simplement conseiller les entrepreneurs sur le droit du travail au quotidien. Donc voilà, donc on arrive au terme de l'accompagnement, du webinaire en tout cas, et l'idée c'est on espère vous avoir montré les différentes facettes de la fonction RH, l'intérêt de cette fonction au sein des entreprises, des organisations, toute son utilité. C'est vrai que on avait eu une réaction en disant à quoi ça la fonction RH, et des RH qui s'étaient dit voilà, moi finalement c'est un peu provoque votre titre. Au contraire, voilà, vous l'avez vu, en tout cas, on est des passionnés par nos métiers. Ils sont différents et ils sont complémentaires sur cette fonction RH. Les accompagnements en RH, ils peuvent être, ça peut être durable, effectivement, ça peut être la question de l'externalisation, ça fait partie des choses qu'on peut être amené à accompagner. Ça peut aussi être des missions ponctuelles, voilà, intervenir sur, j'ai besoin d'avoir un contrat de travail, j'ai besoin d'avoir un audit de mon organisation parce que j'ai une problématique quelle qu'elle soit, où on va être sur des accompagnements courts. Ces accompagnements courts, d'ailleurs, j'en profite pour en parler, mais c'est vrai que pour les TPE, PME, de manière assez fréquente, elles peuvent être prises en charge par vos OPCO. Voilà, il y a de nombreux financements qui existent pour ces accompagnements. Donc, toutes ces problématiques-là, on peut vous accompagner, mais surtout pour nous, ce qui est important, c'est d'accompagner les entreprises et les dirigeants et de ne plus entendre demain, en tout cas le moins possible, cette phrase qu'on entend malheureusement très fréquemment, le plus compliqué, c'est le social. Donc, on vous remercie. Voilà, donc voilà nos coordonnées. Je ne sais pas, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On y répondra avec grand plaisir avec Sébastien, chacun dans nos métiers respectifs. Donc oui, n'hésitez pas, il y a aussi donc, nos coordonnées directes si jamais vous avez besoin de plus d'informations. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre nos coordonnées, à nous envoyer un email ou à nous passer un coup de fil. Donc si c'est toute question par rapport à ce qu'on a dit dans ce webinaire ou autre question en matière de RH ou droit social, on fera tout ce qu'on pourra pour vous aider. Alors, on va attendre un petit peu le temps que les premières questions puissent éventuellement arriver ou être posées. Non, écoutez, s'il n'y a pas de questions, on vous souhaite à toutes et tous une excellente journée, puis possiblement à bientôt. Merci en tout cas, merci, excellente journée. Merci à tous.